Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu avec le titre, on va aujourd'hui discuter de mon bilan lecture 2025 et de mes envies 2026. Alors avant de faire cette vidéo, j'ai revisionné la vidéo que j'avais faite l'année dernière sur mes envies 2025 et ça m'a permis de voir un petit peu si j'étais raccord ou pas en fin d'année par rapport à ce que j'avais souhaité en début d'année. Et sincèrement, je trouve que je me suis plutôt maintenue en fait dans mes envies, qui étaient surtout de diminuer ma pile à lire, de me responsabiliser au niveau de mes achats, de diminuer aussi le nombre de services de presse pour vraiment être focus sur mes envies et de plus me sentir un petit peu obligée de lire certains livres. Il faut aussi avoir en tête que j'avais toutes ces envies-là en sortant de mon aventure de lectrice Charleston, où j'avais dû lire beaucoup de livres sur une année. Alors de manière contrainte, pas du tout, dans le sens où c'est moi qui ai voulu être lectrice Charleston, et c'est moi ensuite qui ai voulu être flamboyante avec Faubourg Marigny. Mais je parle de contrainte en termes de timing en fait, c'est-à-dire que quand on est partenaire, le deal, c'est on reçoit un livre, mais bien évidemment que nous, de notre côté, on se responsabilise, on lit ce livre et on en parle sur les réseaux sociaux. Alors moi, c'était Instagram et YouTube, mais voilà, pour d'autres, ça peut être TikTok ou autre, mais il y a une espèce de contrainte en termes de timing et pas du tout en termes de je dois lire ce livre. Et c'est vrai que début 2025, je m'étais dit, voilà, je veux diminuer ma pile à lire, mais surtout, je veux diminuer la pression que j'ai autour de la lecture. Je veux lire juste parce que j'ai envie de lire, parce que je prends plaisir à lire. Et ça, eh ben, je trouve que je l'ai plutôt bien fait sur 2025. J'avais marqué moins de services de presse, plus de lecture personnelle, raisonner mes achats, et ça, sincèrement, je m'y suis plutôt tenue. J'avais également parlé d'un fichier Excel en fait que j'avais créé. Ça, je dois dire que c'était un échec parce que je l'ai fait, je pense que jusqu'à juillet, pour suivre un petit peu mes lectures par mois, les genres que je lisais, si c'était des livres que j'avais achetés, qu'on m'avait offerts, que j'avais reçus en service de presse. Voir aussi pouvoir faire des stats sur les maisons d'édition, sur les genres, pouvoir les noter pour avoir une note moyenne à la fin de l'année, etc. En fait, j'aime beaucoup toucher aux statistiques. J'en ai fait beaucoup dans mes études et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et je dois dire que voilà, ça c'est un flop parce que j'ai arrêté en pleine année. Là, j'aimerais repartir avec un nouveau fichier Excel. Enfin, je vais prendre le même, mais juste je vais mettre à jour ma pile à lire. Et vraiment dans l'envie un petit peu de faire des statistiques, même si vous le verrez, j'ai fait quelques chiffres sur l'année, mais en soi, c'est juste pour moi, parce que vous parlez de chiffres, ça n'a aucun sens, puisque ce que je veux vraiment vous transmettre, c'est une expérience de lecture. J'avais également émis comme souhait début 2025 de m'ouvrir en fait au genre de manière encore plus large en termes de romance et de fantasy. Et je trouve, je vous parlerai un petit peu chiffres après, je trouve que j'ai plutôt rempli cet objectif là aussi très personnel. Roulement de tambour un petit peu fictif, j'ai lu 67 livres sur 2025, ce qui est moins que d'habitude, clairement. D'habitude, je suis plutôt. Je crois que l'année dernière, j'étais à 71 et encore avant 91, je crois. Voilà, j'étais plutôt entre 75 et 90 livres plutôt que 60-70. Mais peu importe, en fait, je vais avoir le même discours que l'année dernière. Clairement, le nombre de livres, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est l'expérience de lecture. Je vais quand même vous parler un petit peu des genres que j'ai lus. Parmi ces 67 livres, il y a 8 romans de fantasy fantastique. C'est pour ça que je vous dis que quand même, l'objectif de m'ouvrir au genre de la fantasy et du fantastique, c'est plutôt en bonne voie. Pour la romance, j'ai lu 11 romances sur les 67 livres. Les deux genres qui restent majoritaires, et ça pour moi c'est pas une grande surprise, c'est le roman contemporain avec 19 romans contemporains et le polar, cozy mystery, thriller qui est chiffré à 16 livres. Voilà. Après, bon, j'ai un roman historique et c'est là où on voit aussi que mon univers de lecture a un peu changé. Avant, je lisais énormément de romans historiques et là, je sens que j'ai plus la concentration et l'envie en fait de faire des efforts pour me plonger dans une autre époque. C'est des lectures aussi souvent qui sont assez dures en termes de sujet.
Et je dis pas que je lis que des romans légers, c'est pas du tout le cas pour le coup. Mais quand je ressens, enfin quand je cherche des lectures où voilà, on va venir me titiller au niveau émotionnel, où vraiment je vais m'animer, c'est plutôt des lectures assez contemporaines, où vraiment je vais me révolter sur des choses actuelles. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des choses révoltantes dans l'histoire, bien au contraire, mais ça me demande plus d'efforts en fait, je trouve, que de lire des romans contemporains où on peut quand même aborder de manière très profonde certains sujets. Donc là, je sens que le roman historique, c'est plus pour moi en ce moment. Je pense que j'y reviendrai. Mais clairement, avec l'enchaînement des nuits courtes depuis maintenant 5 ans et un temps de lecture qui est de plus en plus réduit avec la présence des enfants, j'ai envie de m'immerger assez facilement, etc. Et c'est là où parfois ça peut paraître un petit peu ambivalent ce que je dis, parce que j'ai arrêté de lire de l'historique et pourtant j'ai commencé à lire de la fantaisie et du fantastique. Là où dans la fantaisie, il faut faire preuve aussi de beaucoup d'imaginaire pour réussir à entrevoir le monde que l'auteur ou l'autrice a créé pour nous. Mais cet effort-là, j'ai envie de le faire. L'effort de projection dans une autre époque, en ce moment, j'ai moins envie de le faire, même si, à travers les sagas familiales que je lis, il y a quand même une certaine projection nécessaire. J'ai lu 7 tomes de saga familiale, donc ça, je suis assez contente. Les 7 tomes, ça tourne autour de Les filles d'Irlande, de Santa Montefiore, et de Les 7 sœurs de Lucinda Riley. J'ai lu 4 romans graphiques et un roman de littérature asiatique. Voilà un petit peu pour le bilan en termes de chiffres. Encore une fois, on s'en fiche. Quelque chose quand même d'important pour moi, c'est que si je suis arrivée à 67 livres, c'est que quand même j'en ai écouté 14. Donc si on enlève ces 14, je serai à 53 livres lus. Ces 14 livres, j'arrive à les écouter parce que j'écoute un livre audio dès que je peux, c'est-à-dire quand je fais mon ménage, quand je cuisine, quand je conduis, bien évidemment quand je ne suis pas avec mes enfants. Si mes enfants sont avec moi, je ne vais pas mettre un livre audio. Mais de manière générale, ça me permet de me concentrer. Alors ça va être bizarre, mais je suis beaucoup plus concentrée quand je suis en double tâche que quand je suis en simple tâche. Bonjour la neuropsychologue qui sommeille en moi. Je ne vais pas m'étendre sur le pourquoi du comment, mais en tout cas, je suis beaucoup plus concentrée quand je suis en double tâche. Et donc du coup, le livre audio m'aide beaucoup à me concentrer. Voilà, quand je vais conduire, quand je vais jardiner, quand ça me permet de me focus sur la tâche que je dois faire. Et pour autant, parfois, j'écoute des livres audio où il faut vraiment bien suivre l'intrigue, parce qu'avant, je n'écoutais que des romans contemporains. Maintenant, voilà, par exemple, Fourth Wing, les 3 tomes de la saga, je les ai fait en audio. Et clairement, heureusement, je pense, parce que sur papier, j'aurais peut-être pas suivi. Mais en audio, c'était tellement immersif, c'était tellement génial que c'était trop bien. Enfin, ouais, c'était vraiment, vraiment trop bien. Mais avant, je me serais pas permis d'écouter ces livres-là parce que quand même, ça demande beaucoup de concentration en termes d'univers, en termes de rythme, d'intrigue, etc. Mais en fait, c'est faisable, c'est clairement faisable. Donc voilà, j'ai quand même écouté 14 livres audio. Ce qui m'a aussi permis de lire 67 livres. Donc encore une fois, pour certains, c'est beaucoup. Pour d'autres, c'est rien du tout. On s'en fiche. Là, je parle de mon vécu à travers les années. J'ai lu aussi, parmi ces 67 livres, 6 livres en numérique, 6 e-books, parce que j'ai eu la chance d'avoir une Kobo par mes parents pour mon anniversaire en fin octobre, que j'ai eu en fait finalement mi-novembre. Et ça m'a permis de me remettre à la lecture avant de dormir. Alors, c'est juste que ça me maintient un peu plus éveillée que le livre, parce qu'il y a un écran, je pense. Mais du coup, je lis un peu plus. Et le matin aussi, je me suis mis une nouvelle routine. C'est que quand je me réveille avant que les réveils ne sonnent, je prends ma liseuse, vraiment, j'ouvre les yeux, je prends ma liseuse et en fait, je commence à lire. Et ça, voilà, c'est quelque chose que je faisais pas forcément avant, où j'allais direct gérer de l'administratif sur mon téléphone, envoyer des mails, consulter mes mails pro, enfin, alors qu'il était 6 heures du matin. Donc j'ai arrêté de faire ça. J'essaye de scinder un petit peu ma charge mentale dans la journée. Et voilà, au réveil, maintenant je prends ma liseuse et je lis quelques pages. Et sincèrement, ça fonctionne super bien et je pense que j'avance davantage dans mes lectures. Donc voilà un petit peu pour mes lectures de manière générale en 2025.
Bien évidemment que je vous ai concocté un petit top 5. Ce top 5, je l'ai déjà partagé sur Insta et du coup, je vais vous mettre 2 livres bonus par rapport à ce top 5 parce que ces 2 autres livres, je ne les voyais pas dans mon top 5 mais en même temps, j'avais quand même envie de vous en parler. J'ai aussi envie de vous parler pour ce bilan 2025 de ma révélation en termes, de maison d'édition et aussi d'auteur, autrice. C'est aussi une manière différente de parler de ce qu'on ressent quand on lit. C'est que, ben oui, ok, on a le bouquin entre les mains et on lit et on se souvient plus ou moins de l'intrigue quelques mois plus tard. Mais derrière ce livre qu'on a entre les mains, eh bien, il y a des personnes qui travaillent, il y a des maisons d'édition, il y a des auteurs, etc. Donc j'avais aussi envie de vous parler un petit peu de tout ça. Il est grand temps du coup de vous révéler ce top 5 plus de bonus. Je ne vais pas vous mentir, mon année de 2025 en termes de lecture a été beaucoup plus mitigée que ce que je pensais. J'ai eu beaucoup de lectures où je me suis dit oui, ok, bof, je vais pas forcément m'en souvenir, alors que ce que je souhaitais pour moi en 2025, c'était vraiment d'avoir des lectures beaucoup plus percutantes, qui étaient chargées émotionnellement, où vraiment je prenais plaisir. Et en fait, j'ai eu beaucoup de lectures que j'ai poursuivies en me disant ouais, j'en garderai pas un souvenir impérissable. Donc du coup, je vais quand même essayer en 2026 de continuer de faire hyper attention à ce que je lis. Pourtant, j'ai l'impression de connaître mes goûts littéraires. Donc je me demande si voilà, il y a des choix que j'ai fait un petit peu de manière hasardeuse ou si ben, en fait je deviens vraiment de plus en plus exigeante vraiment en termes de lecture, ce qui m'embêterait parce que ça voudrait dire que j'aurais de moins en moins de coups de cœur et de moins en moins de très belles lectures. Mais bon, en même temps, comme j'élargis aussi mes horizons, ben, parfois c'est prendre des risques et en même temps c'est découvrir euh, de nouvelles choses et du coup être moins exigeant dans les nouveaux genres. Donc à voir pour 2026. Bref, je m'arrête de papoter et du coup je vous montre un petit peu mon top 5. À la 5e place de ce top 5, j'ai décidé de mettre le tome 3 de la saga Fille d'Irlande, donc de Santa Montefiore, qui est les dernières heures des Deverhill. Alors, je vous montre la couve du tome 1. Ce tome 1, il est déjà en poche chez Point, je crois. Donc, sincèrement, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas découvrir cette saga. Je vous lis très rapidement le résumé du tome 1 pour vous dire pourquoi j'ai tant aimé ce tome 3, bien évidemment sans vous spoiler. Irlande, 1900. L'année marque le début d'un nouveau siècle et la naissance de 2 jeunes femmes bien différentes. Kitty Deverhill, une noble anglo-irlandaise intrépide aux flamboyants cheveux roux, et Bridie Doyle, la timide fille de la cuisinière qui aspire à une vie meilleure. Mais elles ont grandi ensemble au château de Deverhill et une profonde amitié les lie. Bientôt, leur vie paisible dans ce bastion de la suprématie britannique est menacée par la lutte du pays pour son indépendance et par l'amour qu'elle partage pour le rebelle Jack O'Leary. Déchirés par la trahison et un terrible secret, les 2 amis semblent à présent irréconciliables. Une seule chose peut les réunir, leurs inébranlables attachements pour le château de Deverhill et tous les souvenirs qu'il renferme. Alors en relisant le résumé du tome 1, du coup je me replonge dans l'enfance de Kitty, Bridie et de Jacques. Parce que, ben, en fait, au fur et à mesure des tomes, vous allez les voir grandir jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Et dans ce tome 1, sincèrement, ne vous fiez pas à la première partie, à la première moitié de ce tome 1 qui peut paraître un peu lente. Mais cette lenteur, elle est nécessaire pour vraiment planter le décor parce que autour de Kitty, de Bridie et de Jake O'Leary, il va y avoir tout un panel de personnages qui vont être introduits au fur et à mesure pour pas que ce soit indigeste. Et il va y avoir tout ce contexte historique d'indépendance de l'Irlande, de guerre d'indépendance de l'Irlande, et du coup toutes les tensions politiques, etc., qu'il peut y avoir derrière, et ben, ça va aussi mettre en avant le danger qui plane au-dessus de la famille de Kitty. Donc la première moitié de ce premier tome peut sembler un peu lente, mais sincèrement, si vous ressentez des lenteurs, poursuivez. Parce qu'après la saga, la saga c'est juste un banger. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens. Vous avez énormément de personnages, mais sans que ça vous perde. Attention, ça c'est hyper important. Et en fait, la multiplicité des personnages va permettre d'amener une multiplicité d'intrigues. Ou dans ce tome 3, dans ce magnifique tome 3, il va y avoir des révélations de fous furieux. Et en fait, l'autrice, elle était hyper intelligente. C'est que
dans le premier tome et dans le deuxième tome, elle nous informe de certains secrets de famille à travers certains personnages. Mais d'autres personnages n'ont pas du tout connaissance du coup de ces secrets. Donc vous apprenez, on vous révèle ces secrets à vous et à certains personnages. Et du coup, quand vous commencez ce tome 3, vous dites oh, alors là, non, lui, il ne faut pas qu'il fasse ça, parce que s'il fait ça, il va découvrir que ça, alors qu'en fait, c'est impossible. Donc vous êtes vraiment omniscient, vous savez tout, et vous voyez, en fait, c'est comme si l'autrice, elle avait pris ces personnages, et en fait, elle les avait pris pour des marionnettes. Il se joue quelque chose devant vous, et vous voyez tout arriver, vous savez ce qui va arriver, et vous dites non mais il ne faut pas qu'il lui fasse telle révélation parce que clairement ça va la détruire. Mais la personne qui va faire la révélation, elle n'est pas au courant en fait que ça va détruire la deuxième personne. Parce qu'elle ne sait pas que la deuxième personne est en lien avec une troisième personne et ainsi de suite. Et sincèrement, quand je vous dis tout ça, vous pouvez vous dire oh là là, mais en fait ça va être trop complexe pour moi, mais sincèrement, pas du tout. Parole d'une mère qui a un cerveau très fatigué. Je vous l'ai dit en plus en début de bilan de lecture, c'est que l'année 2025 a été marquée par très très peu de lectures historiques, juste de l'historique à travers certaines sagas familiales, parce que j'ai pas forcément la concentration pour, mais dans cette saga, mais ça va tout seul, ça va tout seul, et c'est fou parce que en fait c'est hyper addictif. Il se passe tellement de choses, mais encore une fois, je pense que c'est le point de vue du lecteur en tant que personne omnisciente qui est vraiment intéressant dans cette saga et qui du coup vous donne presque l'envie de déjouer en fait ce que l'autrice a prévu pour ses personnages. En plus, vous êtes hyper attaché à quasiment tous les personnages parce que personne n'est manichéen aussi dans cette saga. C'est aussi une force, je trouve. On voit toute la complexité de la psychologie humaine, on voit toute la complexité aussi des liens interpersonnels et on voit aussi cette complexité entrecroisée avec l'avancée dans le temps en fait. C'est-à-dire que chaque relation est déjà complexe à un moment donné, mais quand elle évolue dans le temps, en considérant les autres relations aussi qui évoluent en parallèle, on voit bien qu'une relation entre deux personnes n'est jamais linéaire et que du coup, parfois, certaines trahisons passées vont impacter des relations actuelles et en fait, la personne qui est à l'origine de cette trahison s'en mord les doigts parce que peut-être que la personne avant n'était pas importante pour elle et va le devenir. Bref, j'en dirai pas plus. Vous voyez, je reste hyper abstraite par rapport à cette saga-là parce que je ne veux rien vous révéler. Je veux que vous découvriez tout seul. Elle est géniale. Sincèrement, elle est géniale. Et je pense comment dire, il y a une recette magique en fait dans cette saga. Parce que j'ai l'impression qu'elle a pris le meilleur des différentes sagas familiales qu'on peut connaître, comme Les héritières de Lovenhof, comme la saga Ozetov d'Anne Jacobs, même si je ne l'ai pas forcément beaucoup appréciée parce qu'elle a été très lente. Mais ouais, il y a un côté Les héritières de Lovenhof dans cette saga que j'ai beaucoup aimé, de Corinna Baumann, si je ne dis pas de bêtises. Mais on peut aussi penser à d'autres sagas familiales, mais sincèrement, moi je la trouve assez unique cette saga et c'est assez rare que j'arrive à dire que je retrouve encore un côté addictif au tome 3. Souvent les premiers, deuxième tome, on se dit ah ouais, trop cool, et en fait souvent au troisième tome on a un petit peu le soufflet qui retombe, et là non, au contraire, je trouve que voilà, le troisième tome il est encore au-dessus du premier et du deuxième parce qu'il y a cette dynamique là de révélation, etc. Donc, j'ai hâte de lire le quatrième tome. Je pense que je vais le lire soit en janvier, soit en février. Et il me semble que le cinquième tome est déjà prévu. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Il faudrait que je vous trouve l'information. Oui, je l'ai là, si je me dépêche un peu, en juin 2026. Bon, je vais lire avant juin. Mais en même temps, je me dis, il faudrait que je lise peut-être avril-mai pour dire que je puisse avoir encore bien l'histoire en tête avant de lire le tome 5 du coup en juin-juillet. Ou alors il faudrait peut-être que je me fasse des petits résumés, mais je pense... Alors ça c'est tellement génial, merci Verseau. Voilà, l'arbre généalogique pour ne rien perdre.
Et j'allais dire peut-être qu'ils ont fait des résumés spoilants au début, mais non, j'ai pas l'impression qu'il y a un résumé spoilant. Mais c'est vrai que pour les sagas, alors ça se fait de plus en plus, hein. Pour les sagas maintenant, ils commencent à mettre des résumés spoilants des tomes précédents. Et je trouve que c'est hyper cool d'avoir ça parce que ça nous remet vraiment en tête l'histoire de manière générale, sans forcément rentrer dans les détails, mais ça permet d'adoucir un petit peu le début de lecture des tomes. Quand on est au tome 5, 6, 7, 8, on ne se souvient plus forcément de tout. Ou alors quand on espace la lecture entre deux tomes, parfois c'est un peu laborieux de redémarrer. Après, sincèrement, j'ai jamais eu de difficulté à me remettre dans un tome. Mais voilà, regardez, cette beauté. Je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir ce 4e tome à lire. Donc bref, vous l'aurez compris, en 5e position, c'est le 3e tome de la saga Les Filles d'Irlande. Je vous ai dit juste avant que mes lectures en 2025, elles étaient mitigées. Mais pour autant, ce top 5, je l'aime vraiment d'amour. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas un top 5 au rabais. Pas du tout. C'est pas genre, bon, en fait, il y a eu que des lectures mitigées. Et du coup, je vais essayer de confectionner un petit top 5 quand même, mais qui sera pas top. Non, sincèrement, les 5 lectures que je vais vous présenter, ça a été 5 coups de cœur, sincèrement. Et parfois, ça a été des coups de cœur à retardement. Je vous en parlerai après pour une lecture concernée. En 4e position, j'ai décidé de mettre Je suis le feu de Max Monnoé, qui est un tome 2. Et là, vous allez me dire, non, mais en fait, Manon, tu saoules parce que tu mets que des sagas dans ton top 5. Il y a un peu de saga quand même, effectivement. Donc, Je suis le feu, c'est le tome 2 de cette trilogie de Max Monnoé. Donc, Sombre, Je suis le feu et À la gorge. À la gorge, je vais le lire très bientôt parce que je l'ai reçu à Noël. Pourquoi j'ai mis ce tome 2 dans ma pile, dans ma pile à lire, n'importe quoi, dans mon top 5? Eh bien déjà, parce que j'ai sincèrement beaucoup aimé ce tome en lui-même. Donc on va y suivre Victor Karan. Victor Karan, c'est un psychologue en milieu carcéral et c'est le personnage principal de cette trilogie. J'ai beaucoup aimé cette trilogie, je l'aime énormément parce que Victor Karan, je pense que c'est devenu mon personnage de saga préféré dans le genre thriller polar. Alors pourquoi? Je pourrais pas trop vous le dire. Est-ce que c'est parce qu'il est psychologue? C'est possible puisque moi-même je suis psychologue, mais spécialisée en neuropsychologie. Lui, donc, il est psychologue en milieu carcéral et il est tellement attachant, tellement touchant. C'est un personnage hyper texturé, hyper cabossé, qui traîne quand même pas mal de traumas et qui va composer avec. Et en fait, on va découvrir son histoire au fur et à mesure des tomes. Donc ça, j'ai énormément aimé. Dans ce tome 2, je vous spoile pas du coup l'histoire de Victor, hein, pas du tout. Dans ce tome 2, on va avoir affaire en fait à un tueur en série qui assassine des mères en présence de leur fils. Voilà, je vous en dis pas plus. Vous vous doutez bien qu'avec ce schéma-là de crime, on va être sur une personne, un homme ou une femme, qui va avoir un petit trauma lié à la parentalité. En tout cas, moi, quand je lis le résumé, c'est un peu ce que ça me donne comme idée. J'ai aimé Victor Karan, je vous l'ai dit, c'est mon personnage maintenant de saga préféré. J'ai aimé Victor Karan, j'ai aimé la plume de Max Monnoé. Alors, elle peut paraître assez, comment dire, classique dans le genre, mais elle a une manière de parler de l'humanité qui est assez particulière, je trouve, qui est hyper sensible, qui est très juste. C'est quand même un pari osé que de prendre un psychologue en personnage principal et elle le fait très bien, je trouve. Et en fait, j'ai tout aimé dans ce tome 2, voilà, je peux vous le dire. Mon cœur de maman a quand même été mis à rude épreuve avec ce type de crime. Mais au-delà du fait d'avoir bien aimé l'enquête, j'ai vraiment aimé comment elle abordait en fait le profil du criminel, vraiment en termes psychologiques. Et ça, je trouve que ce soit fait de manière aussi juste, et ben c'est pas dans tous les thrillers et dans tous les polars qu'on retrouve ça. Donc lisez cette trilogie, sincèrement. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Ensuite, en 3e position, encore un tome de saga, mais c'est un premier tome, c'est Fourth Wing de Rebecca Yarros. Est-ce que vraiment je dois vous le présenter? Je pense pas. Est-ce que je vais le faire quand même? En fait, on va suivre Violette Sorengay qui, du coup,
devait être scribe à la base pardon, mais va devenir cavalière à l'académie de Basgiat sous la pression de sa mère, en fait, par obligation. Sa mère qui est, comment dire, la commandante des cavalières. Il va y être ici question d'une académie de cavaliers, de dragons. Donc à la base, je m'étais dit, mais c'est pas du tout fait pour moi. Et c'est Lauriane qui m'a tannée. Manon, faut vraiment que tu lises. En plus, toi qui commences à lire de la fantaisie, tu vas adorer. Et puis moi, j'étais là en mode, ouais, non, mais les dragons, sincèrement, moi, j'y vois aucun intérêt. Mais en fait, je me trompais tellement, sincèrement. Je sais pas comment je peux autant méconnaître mes goûts, en fait. Heureusement que les copines sont là pour m'ouvrir un petit peu les yeux sur ce qui pourrait me plaire. Donc Violette, c'est une jeune femme qui est assez fragile en fait physiquement, qui du coup s'est toujours aussi définie par ses fragilités physiques et qui du coup pense qu'elle n'a pas de ressources en fait personnelles internes. Et, eh bien, quand elle va être propulsée dans cette académie de cavaliers, elle ne va avoir d'autre choix que de se révéler, que de faire confiance aussi aux autres, d'apprendre à se faire confiance à elle également. Elle va aussi voir qu'elle a pas mal d'ennemis. Voilà, c'est un peu la guerre à l'intérieur de cette académie-là. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été happée par cet univers qui est complètement immersif. Alors après, je les ai écoutés en audio, ces trois premiers tomes. Mais c'est dingue. L'univers qu'a créé l'autrice, sincèrement, j'aimerais bien que ça sorte comment dire, en série télévisée parce que j'aimerais pouvoir voir en fait ce qu'elle a créé, voir si c'est un petit peu semblable à mon imaginaire. Mais c'est un monde de dingue. Et au-delà du monde de dingue qu'elle a créé, le lien qu'elle décrit entre les cavaliers et leurs dragons, il est complètement unique. Je ne pensais pas pouvoir dire ça un jour, mais c'est tellement beau le lien qui les unit à leurs dragons. Alors après, chaque cavalier n'est pas sûr d'obtenir un dragon. Et là, c'est clairement, tu as un dragon où tu crèves. Et ton dragon, il a plutôt intérêt de t'apprécier parce que sinon, tu vas mourir sous ses flammes. Donc, il y a quand même, enfin, c'est quand même un peu hard hein, de temps en temps. Et sincèrement, ne vous attachez à personne. Voilà, pour votre bien-être personnel, pour votre santé mentale, ne vous attachez à personne parce que clairement, Rebecca Yarros, votre cœur, elle va le prendre et elle va le malmener, elle va l'émietter. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. J'ai en tête un personnage dont je ne vous parlerai pas, mais ceux qui ont lu ce premier tome comprennent où je veux en venir. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette saga de manière générale, ce que j'aime beaucoup, c'est la romance qui s'y joue. Je ne vais pas vous dire entre qui et qui si vous ne connaissez pas cette saga. Mais en fait, j'ai trouvé mon premier book boyfriend. Et vous voyez, il y a des nanas un peu qui lisent énormément de romances et qui parlent souvent de leur book boyfriend. Et moi, pour moi, c'était quelque chose d'hyper abstrait. Et j'étais là en mode, on peut vraiment avoir un coup de cœur pour un personnage masculin en mode, waouh, enfin, s'il existait, j'aimerais bien le rencontrer, quoi. Et en fait, ben oui, oui, ça m'est arrivé avec cette saga-là. Et clairement avec un personnage où, bon, en vrai, le vrai moi ne l'apprécierait pas forcément. Mais il y a un côté de ma personnalité qui est un petit peu quand même attirée, curieuse de voir ce que ça pourrait donner en vrai. J'irai pas plus loin, mais je peux dire que cette saga, elle m'a vraiment fait vibrer. Et du coup, j'ai choisi ce premier tome parce que c'est avec ce tome-là qu'on rencontre l'univers imaginé par Rebecca Yarros. Mais les deux autres tomes sont aussi très très bons. Et du coup, j'ai hâte de poursuivre. C'est fini pour les sagas, ne vous inquiétez pas. Les deux autres, ce sont des... ouais, j'allais dire ce sont des one-shots, mais pas sûr pour le premier. En deuxième position, j'ai décidé de vous faire découvrir, si ce n'est pas encore fait, Celle que je suis de Claire Norton. Alors là, on est plutôt sur un roman contemporain. Je vais vous lire très rapidement le résumé et je vais surtout vous expliquer pourquoi il fait partie de mon top 5. Discrète, ordinaire, Valentine jongle entre son petit garçon Nathan, qu'elle chérit de tout son cœur, et son travail à temps partiel dans une grande surface culturelle. Pourtant, dès que la porte de leur appartement se referme, elle vit dans la terreur, redoutant la colère et la jalousie de son mari.
L'arrivée d'un couple dans l'appartement d'en face bouleverse sa vision du monde. Comment résister à la bonté de Guy, qui se conduit avec Nathan comme le grand-père qu'il n'a jamais eu? Comment refuser la tendresse de Suzette, cette femme si maternelle? Peu à peu, Valentine se laisse apprivoiser, jusqu'au jour où elle commet une minuscule imprudence, aux conséquences dramatiques. Mais alors, elle ne sera plus seule pour affronter son bourreau et reconstruire sa vie volée. Donc effectivement, dans ce roman, on va suivre Valentine, qui est la maman d'un petit garçon qui s'appelle Nathan. Valentine, on pourrait penser qu'elle a une vie ordinaire de l'extérieur, mais une fois que la porte de son domicile est fermée, elle vit clairement dans l'horreur. C'est une femme qui est victime de violences conjugales. Et Claire Norton a tellement saisi la complexité de la situation, c'est dingue. Enfin, je ne m'attendais pas à ressentir autant d'émotions à la lecture de ce roman. Je pense que c'est le roman qui m'a fait le plus pleurer cette année. J'avais la gorge nouée, j'avais le cœur serré, j'avais le ventre complètement tordu. Ça a été vraiment des émotions très vives. Elle y parle de violence conjugale et là vous allez me dire, bah, y a plein de livres qui parlent de la violence conjugale. Mais sincèrement, il n'y en a qu'un qui le fait de cette manière et c'est celui-ci. Pourquoi? Parce elle voit bien... Alors, comment dire? Elle a saisi toute la multidimensionnalité de la violence conjugale. C'est-à-dire, elle a saisi les personnes qui savent mais qui se taisent. Elle a saisi l'isolement de la victime. Elle a saisi les dommages collatéraux. Elle a saisi la difficulté de la reconstruction. Elle a saisi les sentiments ambivalents. Elle a saisi l'impact chez l'enfant. Enfin bref, je ne vais pas vous faire un descriptif de tout ce qu'elle a saisi, mais clairement, il est d'une justesse remarquable, ce roman. Et il est tellement bien écrit. Alors dans les remerciements, on comprend pourquoi elle a réussi à traiter ce sujet si délicat avec justesse, mais il est percutant ce roman. Il est vraiment percutant et lisez-le si vous ne l'avez pas encore lu et si la thématique, si vous êtes sensible à cette thématique-là, lisez-le, c'est hyper important. En top 1, j'ai mis un roman que j'avais pourtant noté 4,5 en début d'année. C'est le premier roman que j'ai lu en janvier. Et là, vous allez dire, ah bah en fait, ton coup de cœur de 2025, c'était ta première lecture de 2025, c'est un peu triste. Non, sincèrement, c'est pas triste. J'ai fait de très belles lectures aussi au cours de l'année. Mais c'est vrai que ma lecture préférée, ça a été ma première lecture de 2025 et c'est Où tu seras reine de Christelle Duchamp. Alors pourquoi je l'ai mis dans mon top 5 et surtout pourquoi je l'ai mis en première position? Parce que ce livre déjà de base c'est un chef-d'œuvre dans le roman noir, ça je vais vous expliquer un peu l'histoire après, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais ce livre ça a surtout été le point de départ d'une rencontre humaine et c'est assez rare je trouve dans une vie de faire des rencontres humaines aussi marquantes et aussi belles. C'était le début de la rencontre de Christelle Duchamp. Depuis la lecture de ce roman, j'ai lu tous les romans de l'autrice et je vous en parlerai un petit peu après. Maud, 25 ans, entretient une relation fusionnelle avec sa mère. Quand sa psychiatre lui explique que ce lien l'empêche de s'épanouir, la jeune femme décide de prendre ses distances avec la figure maternelle. Jusqu'au jour où Maud découvre sur son répondeur un message paniqué de cette dernière. Un message qui se conclut par « Je l'ai tué ». Maud se précipite dans la maison de son enfance. Commence alors une chasse au trésor funèbre qui va l'amener, pièce par pièce, à exhumer d'inavouables secrets de famille. Un jeu de pistes diaboliques, un suspense insoutenable, une expérience de lecture inoubliable. Ce roman, je l'ai commencé sans attendre parce que je ne connaissais pas du tout l'autrice. Voilà, j'ai eu la chance de le recevoir en service de presse de la part de Verso. Et je me suis dit, tiens, le résumé me tente énormément. Allez, fonce. En plus, Christelle Duchamp, c'est l'une des autrices préférées de Laura, mon amie, que vous connaissez peut-être avec le pseudo Les mots des autres. Et du coup, ça faisait un moment quand même que Laura me parlait de cette autrice. Et je me suis dit, allez, banco, j'y vais, c'est le moment. Et comment vous dire que ça a été vraiment une rencontre? Alors, la rencontre d'une plume, déjà. Alors, si vous avez déjà lu du Christelle Duchamp, mais pas ce roman-là, vous pourrez peut-être vous dire que la plume, dans le genre du roman noir, elle est assez classique,
Mais dans ce roman-là, cette plume, elle n'a clairement rien de classique. Elle est hyper singulière, elle est hyper travaillée, elle est tellement belle. Elle est aussi belle que ce roman est macabre, clairement. C'est là où il y a une réelle dissociation entre la beauté de la plume et l'horreur qui se passe dans ce roman. C'est assez saisissant. On sent que Christelle Duchamp elle a énormément travaillé sur sa manière d'écrire avec ce roman. C'est beau, enfin sincèrement, c'est horriblement beau, j'ai envie de dire. Donc ce roman, ça a été la rencontre d'une plume hyper singulière, hyper bien travaillée, tellement, tellement belle. Et puis ça a été la rencontre d'un personnage de Maude. Maude qui, au premier plan, on peut être mal à l'aise en fait avec Maude. Et moi, alors c'est sûrement ma casquette de neuropsychologue, mais moi, Maude, j'ai eu tout de suite envie de lui tenir la main et lui dire ça va aller, t'inquiète pas. Il va y avoir des découvertes tellement difficiles, tu vas faire face sûrement à beaucoup de traumas, mais tu vas y arriver et tu vas en sortir différente. Beaucoup plus sereine peut-être avec le temps. Et dans cette histoire, donc vous l'avez compris, on va suivre Maude qui a un lien très fusionné avec sa mère. On va parler de lien toxique. Elle décide de couper les ponts avec sa mère jusqu'au jour où elle reçoit un message où dans le message vocal, sa mère lui dit « je l'ai tué ». Et là, Maude, elle arrive dans son ancienne maison et elle ne va pas ressortir indemne de cette maison. Et le roman va tourner autour de ça, autour de la découverte de plus en plus macabre au fur et à mesure de l'avancée de pièce en pièce. Il faut vraiment voir ce roman comme un huis clos où vous allez vous sentir complètement étouffé, englué dans quelque chose de sale, de dur. On va ressasser beaucoup de choses difficiles. En plus, dans un environnement qui physiquement est crade. C'est-à-dire que la mère de Maude a un syndrome de Diogène, donc elle a tendance à accumuler beaucoup de choses. C'est pas propre, c'est pas rangé, enfin voilà. Et la maison est un peu à l'image de ce qui va se tramer en fait en termes de découverte. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est un roman vraiment à lire d'une traite où, sincèrement, si vous ne l'avez pas encore lu et que vous souhaitez le lire, prenez un moment où vous avez du temps de lecture devant vous, mais du vrai temps de lecture de qualité. Prenez un plaid, prenez une boisson chaude et enfermez-vous chez vous le moment le temps qu'il vous faut pour lire ce roman. Si vous pouvez le lire d'une traite, alors faites-le. Parce qu'il y a un côté tellement, tellement addictif à ce roman que vous n'aurez pas envie de le lâcher. Vous aurez envie d'accompagner Maude dans ses découvertes. Vous aurez envie de vomir avec elle quand vous découvrirez certaines choses. Vous aurez envie de la prendre dans les bras pour la consoler et presque pour vous excuser qu'elle ait eu à vivre ça. Enfin voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a beaucoup d'émotions qui vont affluer en vous si vous lisez cette lecture, si vous arrivez vraiment à vous immerger dans ce que l'autrice a voulu vous transmettre. Ce roman-là, j'en ai vu des avis dithyrambiques dans 90% des cas, ou au contraire des DNF, c'est-à-dire des don't finish, des abandons en fait. Parce que c'est soit ça passe ou soit ça casse, soit on est hyper sensible à ce que l'autrice nous propose, soit on reste hyper extérieur où on se dit waouh, c'est un peu bizarre. Mais sincèrement, dans 90% des avis que j'ai pu lire, c'est vraiment des avis dithyrambiques. C'est hyper spécial. C'est pour un public quand même un petit peu averti. Il y a quand même pas mal de trigger warning, mais moi j'ai adoré. Sincèrement, j'ai adoré. Et ce livre, il représente beaucoup pour moi dans ma vie de lectrice. Et de ce livre-là, j'ai lu tous les livres de l'autrice. Et elle a quelque chose d'incroyable, Christelle Duchamp. Et c'est là, du coup, je vais vous parler de ma révélation de l'année en termes d'autrice. Puisque si vous me suivez, c'est pas une grande surprise, ma révélation 2025, ça a été la découverte de Christelle Duchamp. Pourquoi? Parce que chacun de ses romans, donc elle en a écrit 5 en tout, chacun de ces romans a su me surprendre pour des choses complètement différentes. Ici, c'est vraiment le travail autour de la plume, du personnage principal et de la noirceur qu'elle propose. C'est saisissant, sincèrement, et c'est marquant. Dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je sais que je me souviendrai de ma lecture. Dans d'autres romans, donc dans ces 4 autres romans, sa plume est beaucoup plus classique. Elle répond davantage au code du polar ou du thriller. Mais elle reste surprenante pour des choses complètement différentes. Ça peut être pour le dénouement.
Ça peut être pour l'enquêteur principal. Ça peut être sur le fait qu'elle vous... Comment dire? Que l'important ne se trouve pas où vous le pensez. C'est-à-dire que pour, par exemple, l'un de ses romans, je me suis dit, non mais c'est bon, en fait, j'ai compris qui était derrière tout ça. Sauf qu'on n'en a rien à faire de l'identité de la personne qui est derrière tout ça. C'est surtout le pourquoi. Pourquoi on en arrive là et comment on en arrive là. Et du coup, elle est surprenante par ça, en fait. Sur ces 4 autres romans, c'est pas la plume qui est surprenante, mais ça se trame autre part. Mais il y a un point commun à ces 5 romans, au-delà de la surprise qu'ils vont engendrer, c'est qu'ils sont super addictifs. Mais un truc de dingue, c'est-à-dire que à chaque fois que j'ai lu un roman de Christelle Duchamp, j'ai lu en marchant. J'ai lu en cuisinant. Mais quand je vous dis j'ai lu en marchant, c'est-à-dire que je sortais du boulot, ma voiture était sur le parking en face, je voyais ma voiture. C'est pas grave, je sortais de mon bureau, j'avais le livre de Christelle Duchamp entre les mains et je marchais jusqu'à ma voiture avec le livre. Ça me faisait lire une page ou deux, mais j'en avais rien à faire, je voulais continuer. C'est des livres vraiment que vous emportez partout, euh, que vous gardez en tête jusqu'à ce que vous ayez le fin mot de l'histoire. C'est quand même assez dingue. Et là, les 5 livres, je pourrais vous en parler de manière hyper précise parce que j'ai tellement aimé, je pense que j'ai eu une hypermnésie autour de ces livres. Ce qui est aussi bluffant chez Christelle Duchamp, c'est qu'elle a cette faculté à s'intéresser à ce qu'elle propose. Et vous allez me dire, bah, normal, si elle te le propose, c'est qu'elle est intéressée par ce qu'elle fait, mais dans le sens où elle va vous proposer sur ces 5 romans, c'est des milieux complètement différents, des environnements complètement différents, mais pour autant, on la sent presque experte dans ce qu'elle propose. Dans l'art du meurtre, elle va par exemple vous proposer une intrigue autour du milieu de l'art. Il va y avoir plein de références en fait. Et ça va pas sembler là, genre, juste pour faire beau, juste pour décorer un peu. Pas du tout. C'est là parce que ça a du sens. C'est là parce que c'est pertinent et c'est là de manière hyper subtile et ça sert l'intrigue. C'est jamais là pour dire Eh oh les gars, je sais quelque chose. Non, je pense qu'elle en a rien à faire. Elle a pas ce type de personnalité en plus à vouloir montrer que. C'est vraiment parce que ça sert l'intrigue. C'est fait de manière tellement juste. Euh, Enfin voilà, vous avez compris, j'adore tout chez cette autrice. Et j'irai même plus loin, c'est que j'apprécie énormément cette femme. J'ai l'occasion d'échanger avec elle de manière assez fréquente. Et c'est une personne tellement bienveillante, tellement solaire, qui a de belles valeurs. Enfin, elle est géniale. Je pense sincèrement que les personnes, enfin ses proches ont beaucoup de chance parce qu'on sent que c'est une personne très ouverte à l'autre. Voilà, et je pense que ça doit se sentir aussi en dédicace avec les lecteurs. Bref, voilà mon top 1 de l'année. Je vous avais parlé de 2 bonus, alors j'en ai un près de moi, c'est le Comment te croire de Petroni Rostagna. Je voulais le résumer. La retraite a un goût amer pour le commandant de police Jean Pageant, qui part en laissant un dossier irrésolu, la disparition de l'adolescente Alice Bastide en 2015. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'une maladie incurable, Jean s'installe chez sa fille, Florence, avec l'envie de profiter de ses petits-enfants et la volonté de clore ce cold case. Étrangement, les terreurs nocturnes dont souffre sa petite fille, Célia, semblent en lien avec son enquête. Grâce à celle-ci et à la découverte de nouveaux éléments, le dossier est réouvert. Mais pourquoi Célia détient-elle des pièces de ce puzzle? Quel secret Alice portait-elle? Un suspense glaçant sur les limites du subconscient et les méandres de l'âme humaine. Alors c'est le premier livre que je lis de Petroni Rostagna, mais clairement ce ne sera pas le dernier. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu en 48 heures, je pense. C'est une lecture commune qu'on a faite avec Laura. On s'était programmé un week-end à Paris toutes les deux. Et sur le week-end, en fait, je lui avais offert ce livre-là. Et du coup, sur le week-end, on s'était dit de le lire ensemble, à notre rythme, hein, bien sûr, mais voilà, faire une lecture commune en direct. Et j'ai adoré ce roman. Sincèrement, je l'ai adoré. Il était hyper addictif. Je me suis attachée à Jean Pageant, qui est le personnage principal. On sait en fait qu'il a des soucis de santé et que voilà, on a l'impression que c'est un peu sa dernière enquête, mais qu'il y met toute son âme en fait, il y met toute son énergie. C'est hyper important pour lui. On ne sait pas trop pourquoi, mais ce dossier est résolu. Pour lui, c'est plus concevable. Il a besoin de tourner la page, de comprendre un petit peu ce qui s'est tramé derrière.
Et en fait, ça va être une enquête beaucoup plus personnelle que ce à quoi il s'attendait. Il va avoir des réactions dans sa famille qui vont être assez difficiles. Et ça va du coup le mettre lui en difficulté. Les révélations sont quand même assez dingues. Moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'il y a un petit peu de spiritisme là-dedans. Ça pourrait faire penser un peu à du Cédric Cyr, je trouve, mais en beaucoup moins gore, hein, d'accord? Il y a pas de scène... Enfin, si, il y a une scène hyper compliquée. En fait, s'il y a une scène hyper compliquée, mais qui est plus de l'ordre de vous, votre projection. Mais ouais, j'ai adoré ce roman. J'ai vraiment adoré ce roman au point où ça me donne envie de continuer de lire l'autrice. Le deuxième petit bonus, je ne l'ai plus là en papier, parce que c'est une patiente qui me l'avait prêté. C'était 1000 baisers pour un garçon de je ne sais plus qui, je vous mettrai là. J'ai beaucoup aimé parce que alors c'est un young adulte, c'est une romance, mais ça traite d'un sujet qui est assez difficile dans la romance, on va dire. Je vous en dirai pas plus. Je peux juste vous dire que c'est une lecture qui m'a quand même bouleversée. J'ai capté que c'était du young adulte parce que ça va quand même assez vite, parce que le sujet est traité avec un peu plus de légèreté que ce qu'on ferait à l'âge adulte. Mais pour autant, c'est un très très beau roman. C'est un roman qui va me rester un petit peu en tête aussi, je pense. Beaucoup d'émotions, voilà, je peux juste vous dire beaucoup d'émotions. J'ai pas envie de vous en dire trop parce que je sais plus ce que le résumé dit et du coup j'ai peur de vous spoiler en vous expliquant pourquoi ça a été une belle lecture. Je peux juste vous dire en fait que ce sont deux enfants qui deviennent adolescents. Il va y avoir une histoire d'amour entre eux, sauf que le garçon va devoir partir, il me semble. Et quand il va revenir, eh bien, il va y avoir un silence qui s'est installé entre eux parce que pendant son absence, il s'était toujours dit qu'il garderait contact, qu'il resterait vraiment en lien parce qu'à ce moment-là, ils étaient très très proches. Et du jour au lendemain, en fait, la fille a arrêté de lui donner des nouvelles et il ne sait pas pourquoi. Et quand il revient, eh bien, c'est un peu l'heure des règlements de compte. Sauf que la raison pour laquelle cette jeune femme, cette jeune fille a décidé d'arrêter de lui donner des nouvelles est assez bluffante. On s'attend pas à ça. En tout cas, moi, j'avais pas du tout eu vent de l'histoire en amont. C'est un roman qui est très difficile, mais encore une fois, qui est young adulte. Et donc, ça allège un petit peu le sujet, même si ça reste un sujet délicat. Voilà un petit peu pour les bonus, pour les deux bonus. Je vais très vite, je vois l'heure qui tourne et je dois aller chercher mon fils à la crèche. Donc je vais très très vite vous parler de ma révélation 2025 en termes de maison d'édition. Si vous me suivez depuis un moment, c'est pareil, il n'y aura pas vraiment de surprise. La maison d'édition dont j'avais envie de vous parler, c'est Verso. Verso, c'est un label des éditions du Seuil. C'est un label qui a, je pense, peut-être 1 an et demi, 2 ans, je sais pas. Je dirais un peu moins de 2 ans, mais il faudrait que je vérifie mes sources. Pourquoi j'ai envie de vous parler de Verso? Parce que derrière Verso, alors déjà de base, si vous êtes lecteur, Verso c'est un gage de qualité et d'éclectisme. C'est-à-dire que chez Verso, vous allez pouvoir trouver du roman noir, comme Christelle Duchamp, vous allez pouvoir trouver de la romance, et quand je vous dis de la romance, c'est à la fois de la green romance, romance hyper safe, et de la dark romance. Vous allez pouvoir trouver, il me semble qu'ils ont fait de la fantasy avec Blood of Hercule ou quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je lis, du coup je m'y suis pas forcément intéressée. J'ai aussi l'impression qu'ils font de l'historique et puis clairement Verso, clairement pour moi c'est cette saga. Et puis bon, bah, maintenant c'est Christelle Duchamp aussi. Mais voilà, en tant que lecteur, c'est une maison d'édition, un label qui vous propose quand même beaucoup de choses hyper différentes. Et je suis attachée à Verso, pourquoi? Parce que derrière Verso, il y a deux personnes, dont une que j'aime beaucoup, qui s'appelle Benoît, qui est le community manager de chez Verso, qui travaillait avant au Cherche Midi, et c'est quand il travaillait au Cherche Midi que je l'ai connu. Benoît, c'est une personne hyper dynamique, hyper bienveillante. J'ai eu l'occasion de le rencontrer au Salon du Livre de Paris il y a 3 ou 4 ans maintenant. Et j'y étais allée en lui disant juste bonjour Benoît, excuse-moi de te déranger, je sais que tu as beaucoup de travail, mais je voulais simplement te dire merci pour l'envoi des services de presse, etc. Donc je me suis présentée rapidement.
Et en fait, lui, il était en mode hyper chill, il a vraiment pris le temps d'échanger avec moi, il m'a parlé des prochaines parutions du Cherche Midi à ce moment-là. Enfin, ça a été quelqu'un d'hyper chouette, voilà. Et on sent qu'il aime ce qu'il fait, qu'il est engagé dans ce qu'il fait. On sent toute l'énergie qu'il y met. Et sincèrement, si vous ne suivez pas Verseau sur les réseaux sociaux, vous manquez quelque chose parce que Benoît, il a une manière de communiquer autour des parutions qui est vraiment hyper intéressante, qui donne toujours envie de découvrir les prochains romans de chez Verseau. On sent sincèrement qu'il y met énormément d'énergie, énormément de cœur à ce qu'il fait. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment très fort personnellement. Je pense il le sait. Et donc, Verseau, c'est aussi son travail, même si on met souvent en avant les auteurs, bien évidemment. Et c'est aussi le travail de Glenn Tavnec. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais si par exemple on lit en France Les Détectives du Yorkshire, c'est grâce à lui, et rien que pour ça, il devrait être plus connu. Glenn, c'est pareil, on sent que c'est quelqu'un qui bosse énormément. Et moi, j'aime sa façon d'appréhender en fait l'expérience de lecture, et je pense que c'est aussi pour ça que je me retrouve autant dans mes lectures chez Verso. Alors pas forcément tout le temps, parce que par exemple là, vous voyez, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, Tourist Season, je l'ai lu, mais c'est pas fait pour moi. Mais pour autant, je remets pas en question la qualité du manuscrit, parce que la qualité, elle était là. C'est juste que j'étais pas le lectorat cible. Et en fait, c'est avec Verso aussi où j'ose aller vers des genres qui ne sont pas les miens, qui ne sont pas mes genres de prédilection, parce que je sais qu'il y a de la qualité derrière. Et c'est vrai que ouais, je pense que je partage les mêmes envies en fait autour de l'expérience de lecture que Glenn, et du coup je sais que quand il sélectionne quelque chose, j'ai envie d'y aller en fait. Donc voilà, Verso, c'est aussi ces deux personnes qui sont derrière. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes, hein, comme en ce moment Marie qui est stagiaire, je pense, en tant que community manager. Mais c'est vrai que moi, quand je pense à Verso, je pense à Glenn et je pense à Benoît, et je pense du coup à toutes les émotions de lecture que j'ai pu ressentir. Vous voyez, sur le top 5 que je vous ai fait, sur mes 67 livres lus, dans le top 5 que je vous ai fait, il y a 2 romans de chez Verso. Donc ça a du sens pour moi de mettre en lumière un petit peu ce label-là. Donc voilà un petit peu pour mon bilan de 2025. En ce qui concerne mes envies 2026, sincèrement, elles ne sont pas nombreuses. Déjà, la première, c'est ce que je vous souhaite à chaque fin de vidéo, c'est de continuer de prendre plaisir à lire. Je sais qu'en 2025, mon envie, elle était assez fluctuante parce que mon plaisir était aussi fluctuant. J'ai fait quand même pas mal de lectures mitigées. Et là, j'ai envie de poursuivre sur le fait de sélectionner de la qualité plutôt que de la quantité. Même si fin 2026, je vous dis, en fait, j'ai lu 30 romans ou 15 romans, en fait, je pense que je m'en fiche. Mais ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir vous dire, ah non, mais en 2026, je me suis éclatée dans mes lectures, j'ai tellement pris plaisir à lire tel roman, à poursuivre telle saga, à découvrir tel auteur ou autrice. Enfin, voilà, je veux vraiment privilégier ce plaisir-là. Donc, je vais continuer de réduire mes services de presse. J'en ai eu beaucoup trop. À un moment donné, je me suis laissée dépasser par tout ça. À un moment en plus où j'étais enceinte, la grossesse était difficile, où j'étais de nouveau jeune maman, voilà, avec un baby blues en prime, etc. Donc parfois, je dirais pas que j'ai jamais regretté un service de presse ou un partenariat ou une expérience de partenaire ou autre, mais parfois, je continuais de lire pas pour les bonnes raisons, parce que je devais lire ce livre pour répondre au partenariat. J'ai pas lu ce livre parce que j'en avais envie au moment où je l'ai lu. Donc je vais continuer de privilégier là le plaisir de lecture, et donc je vais privilégier encore une fois mes lectures personnelles. Je vais diminuer le nombre de services de presse. Alors je sais qu'il y a des maisons d'édition que je vais souhaiter de continuer de découvrir, mais il y a aussi des sagas aussi que j'ai envie d'arrêter, et que voilà, j'ai arrêté la fin 2025 pour potentialiser ce plaisir-là de lecture. Donc, continuer de prendre plaisir à lire. Le deuxième, c'est trouver un équilibre. Mais ça, c'est un objectif qui est un peu plus personnel. Depuis que je suis devenue maman, il y a bientôt 5 ans, je ne me définis plus que par mon rôle de maman. C'est quelque chose que je travaille énormément. Je travaille beaucoup sur moi. Et du coup, j'aimerais davantage trouver un équilibre. C'est un réel objectif pour 2026. Et dans cet équilibre-là, ça veut dire aussi augmenter mon temps pour moi, dont peut-être mon temps de lecture si j'en ai envie.
Et dans cet équilibre-là, j'aimerais pouvoir organiser avec Lauriane un petit temps de retraite pour pouvoir lire. Je nous imagine toutes les deux dans une cabane avec un feu de bois et de pouvoir lire enfin, avec quelques gourmandises autour de nous, à faire des balades en forêt, à parler lecture. Enfin voilà, j'aimerais vraiment créer une bulle en fait, une bulle temporelle autour d'une expérience littéraire. Ça serait vraiment chouette. Pourquoi pas refaire un salon. Je pensais au Salon du Livre de Paris. Mais bon, c'est quand même un gros salon où il y a énormément de monde, etc. Ça me ressemble pas forcément, mais ça permet de voir quand même pas mal d'auteurs sur assez peu de temps. Et puis ça permet de voir aussi des conférences que j'aime beaucoup. J'aime énormément écouter parler les auteurs. Je trouve que c'est toujours hyper enrichissant. Et qu'est-ce que je me suis mis d'autre? Bah rien, écoutez. Je pense que j'aimerais aussi continuer de découvrir des autres genres. Continuer à découvrir le genre de la romance, de la fantasy, du fantastique. Lire un peu peut-être de young adulte. Voilà. Je vais continuer les sagas qui me font plaisir, c'est-à-dire par exemple Les Filles d'Irlande. Qu'est-ce que j'ai encore en cours? J'ai Force Wing, bien sûr, je vous en ai parlé. J'ai les McCoy. Là, je vais lire le tome 5 que j'ai dans ma pile à lire. J'ai également le tome 6 dans ma pile à lire. J'aimerais bien finir et terminer les détectives du Yorkshire. Et ça va me faire mal au cœur quand je vais devoir leur dire au revoir. Et puis, pourquoi pas continuer de lire Campus Drivers. Mais ça, c'est pas une priorité. Mais c'est vrai que le premier tome, j'avais beaucoup aimé. Par contre, j'ai arrêté certaines sagas, surtout du Cozy Mystery. En fait, je me rends compte que c'est plus forcément ce que j'aime. En tout cas, je veux vraiment sélectionner le Cozy Mystery que je lis. C'est-à-dire que j'ai arrêté la saga d'Anna Svensson, j'ai arrêté la saga La cuisine mortelle de Tita Rossi, j'ai arrêté la saga Tandy Mitty, j'ai arrêté les amateurs de romans policiers. Enfin, vous voyez, il y a quand même pas mal de sagas de Cozy Mystery que j'ai arrêtées et en fait qui, pour la plupart, sont chez Le Cherche Midi. Peut-être parce que la plupart des Cozy Mystery que je lisais étaient de cette maison d'édition, mais c'est vrai que je me retrouve un peu moins là avec la ligne éditoriale dernièrement. Je vous ai pas dit, mais sur 2025, j'ai terminé la saga des 7 sœurs, une saga que bien sûr j'ai beaucoup aimée. Un dernier tome qui a été quand même assez long à lire, mais qui a répondu à la plupart de mes questions, voire la totalité de mes questions. Et ben voilà, écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Et je vois que voilà, il est l'heure d'aller chercher mon fils à la crèche, donc je vais m'arrêter là. Ce qui me ferait plaisir, c'est que vous puissiez, vous, me dire un petit peu ben, quel est votre bilan en fait de lecture de l'année en 2025. Alors, ça peut vraiment être un ressenti très général. J'ai pris plaisir à lire. Ou ça peut être, bah, j'ai découvert tel livre et waouh, quelle découverte. Ça peut être la découverte d'un genre. Ça peut être aussi des déceptions, hein. Il y a des années où vraiment on se dit, wow, la lecture là, c'était difficile. Ça peut être une envie, ça peut être voilà, un livre que vous avez envie de me faire découvrir, un auteur qui vous a donné envie de reprendre la lecture. Ça peut être tout ce que vous voulez en fait. On n'est pas obligé de parler chiffres, on n'est pas. Enfin, voilà. Ou ça peut aussi être vos envies là sur 2026. N'hésitez pas aussi à me dire si ben, mon top 5 vous a plu, si ça vous donne des idées de lecture. Dites-moi si vous partagez aussi certaines envies que j'ai pu là vous énoncer. Et puis, ben, si vous ne savez pas trop quoi mettre, mais que vous voulez quand même supporter ma vidéo, déjà n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un bonhomme qui fait la fête pour se souhaiter une bonne année? Ouais, vous pouvez mettre ça en emoji si vous voulez, si vous avez envie de me dire que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà, je m'arrête ici. Comme vous le voyez, il fait noir et clairement, il est l'heure que j'y aille. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de votre moment de visionnage. Et surtout, je vous souhaite de continuer de prendre plaisir à lire.